Bonjour Arnaud Bontemps. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Arnaud, vous êtes fonctionnaire et vous venez de créer avec plus d'une centaine de hauts fonctionnaires et d'agents publics le collectif Nos Services Publics dont vous êtes le porte-parole. Vous dites vouloir reprendre la parole de l'intérieur et mieux décrypter les décisions publiques. On va y revenir, mais d'abord, je croyais que c'était précisément les hauts fonctionnaires qui détenaient les pouvoirs aujourd'hui, que c'était eux qui décidaient de tout. Ça n'est pas l'énarchie, la technocratie qui décide de tout, qui détient les pouvoirs, Arnaud? Alors, en théorie, c'est quand même le pouvoir politique. On reste dans une démocratie, il y a des élections et on est dans une hiérarchie un petit peu particulière où c'est le politique qui fixe le cap et l'administration qui tient la barre. Mhm. Et donc, on parle depuis l'intérieur de l'administration, depuis un endroit très particulier où on applique des décisions, on prépare des décisions mais qu'on ne prend pas, ne serait-ce parce qu'on n'a pas la légitimité démocratique de les prendre, on n'a pas cette élection. Et c'est tout l'intérêt de prendre la parole depuis l'endroit où nous sommes, dans le moment où nous sommes, c'est de pouvoir décrypter, apporter un éclairage particulier de l'intérieur sur ce qui se fait et sur les décalages qu'on voit, y compris de l'intérieur de l'administration, en tant que citoyen, entre les besoins des gens et les décisions qui sont prises. La première note que vous publiez justement porte sur l'externalisation des services publics. Vous expliquez que chaque année, la sous-traitance des services publics coûte 160 milliards d'euros. Pour que tout le monde comprenne bien, de quoi est-ce que l'on parle? Quels sont les services de l'État, les services publics, les missions d'intérêt général de services publics que l'on externalise aujourd'hui? Alors, on a toujours externalisé. Je pense qu'il faut rappeler, commencer par rappeler que depuis qu'il y a du public, le public travaille avec le privé. Il y a eu un mouvement d'accélération dans les années 90 où on a commencé à confier, sous prétexte de réforme de l'État, c'est Alain Juppé qui a lancé le mouvement, des missions de plus en plus importantes au privé, des blocs entiers de missions. Traditionnellement, et le gros des montants, c'est sur les réseaux. Hauts-de-Marseille est par exemple externalisé, on pourrait parler des réseaux autoroutiers, etc. Et puis, arrive récemment, et on est un petit peu au bout de ce troisième temps, qui commence dans le milieu des années 2000, où ça n'est plus des morceaux entiers de la mission, des missions entières qu'on externalise. On n'externalise pas un hôpital, on externalise certaines fonctions de prise de décision ou certaines fonctions de nettoyage ou de restauration dans des services publics qu'on n'a pas envie d'externaliser entièrement. Donc, petit à petit, vous voyez que se dessine une sorte de paysage où on mythe l'action publique. Aujourd'hui, ça représente tout ça 160 milliards d'euros. C'est 120 milliards qui sont sur cette grosse partie de délégation d'entièreté de mission. Et puis 40 milliards, ce n'est pas que l'État, c'est l'État, les hôpitaux, les collectivités, les entreprises publiques qui ont recours à des prestations et qui délèguent des petits bouts de mission ou intellectuels ou support, comme on dit, de toutes sortes au secteur privé. Est-ce que tous les secteurs et les services de l'État sont concernés ou est-ce que certains secteurs sont préservés? Non, c'est aujourd'hui tout à fait généralisé. Il y a pas, le régalien, par exemple, n'est pas plus préservé qu'ailleurs? Alors, c'est une excellente question. Et en fait, sur ces 160 milliards, on a encore une connaissance assez lacunaire de ce qu'il recouvre exactement comme type de mission. Et c'est un des problèmes d'ailleurs qu'on soulève dans cette note, c'est qu'on est capable d'en chiffrer le montant à partir de sources publiques, tout vient du ministère de l'économie. En revanche, la précision sur où est-ce que c'est et quel impact ça a, on l'a que très peu. Et donc cette note pour nous, c'est surtout poser la discussion dans le débat public. On arrive à cette situation principalement parce que, moins d'ailleurs par des choix stratégiques que par une succession de contraintes, peut-être qu'on pourra en reparler, mais des contraintes qui nous obligent à externaliser bien plus qu'à nous faire le choix stratégique de le faire. Et on ne mesure pas les conséquences ni même l'ampleur du phénomène. On ne sait pas exactement dans quel secteur et on aimerait, au-delà de ces 160 milliards, il y a toute la partie immergée de la partie immergée, si je pourrais dire, qu'on ne peut même pas chiffrer. Et donc, c'est un phénomène d'ampleur et sur lequel il est important qu'on se penche un petit peu plus et on espère tout simplement amorcer le débat. Vous dites très bien dans la note que vous n'êtes pas pour réinternaliser l'ensemble des missions, mais quand même, quand on s'aperçoit justement l'ampleur de ces délégations de services publics, est-ce que vous irez jusqu'à parler d'une forme de privatisation des services de l'État? Pour certains, alors
conceptuellement, c'est quand même pas la même chose. Privatisation, c'est une question de propriété. Et donc, on se sépare de la propriété d'un objet qu'on vend littéralement, aéroport de Paris, par exemple, au secteur privé. L'externalisation, c'est encore autre chose. L'externalisation, ça reste la propriété publique, mais on confie l'exécution de la mission à un opérateur privé. Et donc, les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. La principale des conséquences, c'est notamment qu'on perd la maîtrise du métier. C'est notre métier. Il y a des exigences de service public qui s'appliquent à ce métier. On peut parler de la distribution d'eau, par exemple. Elles sont encadrées par un contrat, mais on n'en a pas la maîtrise, y compris pas la maîtrise technique. Et de plus en plus, on perd cette compétence parce qu'on a de moins en moins de moyens, donc on confie, y compris des fois à des prestataires, le soin d'encadrer des prestataires qui eux-mêmes réalisent la mission. Ça nous confie ça nous amène assez loin dans la perte de capacité d'agir. Le fait qu'on perde de la maîtrise, est-ce que ça pose aussi une question démocratique? On confie des données sensibles, confidentielles, qui échappent parfois aux législateurs d'ailleurs, on les confie au privé. Est-ce que c'est un des problèmes? En théorie, l'action publique est censée garder, ne serait-ce que parce qu'il y a un contrat, un minimum de contrôle sur ce qui se fait. Derrière, il peut y avoir, selon l'opérateur, des soucis de souveraineté. Pas tout à fait une question démocratique. A priori, la prise de décision, elle reste publique. En revanche, la question du contrôle, elle, est majeure. On peut parler des données de santé, par exemple. On est en train de faire on appelle ça en bon français le Health Data Hub, donc l'entrepôt des données de santé, si on pourrait dire, externalisé auprès d'une grosse entreprise états-unienne qui ne permet pas de garantir la totale souveraineté sur les données qu'on souhaiterait mettre à leur disposition. Donc, c'est plus sous cet angle du contrôle et de la souveraineté qu'il y a un enjeu plutôt que celui de la prise de décision à proprement parler. Et quand l'État ou une collectivité décide d'ouvrir un établissement public, par exemple, qu'est-ce qui va conduire à privilégier une délégation de service public ou une régie publique? Je pose la question parce que si on prend la question du recours au cabinet McKinsey, bon, c'est pas un établissement public, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va déléguer à du privé une compétence qui n'est pas sur place ou qui n'est pas tout de suite évidente dans l'administration. Comment on prend cette décision d'appeler à des compétences extérieures, des compétences privées? En fait, les critères de la décision sont pas du tout codifiés. Nous, on en propose certains justement dans cette note pour essayer d'aboutir à une décision qui soit véritablement une décision stratégique. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder la souveraineté, les avantages en termes de coût, de flexibilité, bref, une série de critères qui seraient tout à fait rationnels et qui probablement à un certain niveau nous conduiraient au niveau auquel on est aujourd'hui à réinternaliser un certain nombre de missions. Le problème, c'est que aujourd'hui, on n'est pas à faire des choix rationnels quand on prend effectivement la décision d'externaliser. La contrainte la plus flagrante qu'on met en évidence dans cette note, c'est celle qu'on appelle du plafond d'emploi. Le plafond d'emploi, c'est une obligation qui est faite aux opérateurs, notamment de l'État, que vous avez un budget, mais vous devez utiliser ce budget sans recruter plus de X personnes. Ce qui fait que parfois, vous vous retrouvez à avoir beaucoup de budget et un plafond d'emploi très bas, ce qui fait que vous avez de l'argent pour faire un chèque au privé, mais pas de l'argent pour recruter des agents publics. Alors que c'est le même argent, alors même ça pourrait coûter plus cher. Et donc, c'est un peu une des clés, je crois, de ce qu'on raconte, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, les choix ne sont plus que des choix rationnels et que des choix stratégiques. Il y a un certain nombre de contraintes complètement extérieures à pousser à un certain niveau d'absurdité qui nous contraignent à confier des missions au privé, alors même qu'on est convaincu collectivement de l'intérêt qu'il y aurait à les garder en interne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on prend la question de la stratégie vaccinale où on a confié à un cabinet privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait la démonstration de l'impuissance de l'État, de l'absence de compétences au sein de l'État pour prendre des décisions s'agissant d'une stratégie qui est la stratégie vaccinale? C'est peu ou prou ça. L'exemple de la stratégie vaccinale, il est intéressant. On intervient sur une administration de la santé qui, contrairement à ce qu'on entend parfois, est exsangue. Elle est fatiguée. On a des ministères qui sont très faibles, y compris comparé à nos voisins outre-Manche.
On a une direction générale de la santé dont on entend beaucoup parler, qui est ridiculement petite. Mhm. Et donc, confier à des petits opérateurs, des petits ministères, le soin de gérer une crise gigantesque, ça ne se fait pas si facilement. Et donc, en fait, on en arrive encore une fois à cette question de la contrainte. On a été si loin qu'on n'a plus le choix. Et si on a besoin d'un recours de main-d'œuvre immédiat, alors il faut qu'on se donne les moyens d'avoir de nouveau le choix. Mais en l'occurrence, probablement, pour avoir fait appel à un surplus de main-d'œuvre très rapide, assez qualifié, on fait appel au privé, ce qui est tout à fait, et je précise, je pense sous-optimal, parce que c'est des opérateurs qui, y compris, ne connaissent pas le fonctionnement de l'État, ne connaissent pas le fonctionnement des collectivités, de l'assurance maladie. Et s'il y a bien un secteur qui est compliqué, c'est le secteur de la santé. Et donc, ce qui peut donner derrière des contraintes en application ou des décalages avec la réalité du terrain qui sont tout à fait substantiels. Vous l'avez un peu dit, mais je vais reposer ma question. Est-ce que ça veut aussi dire que derrière ces externalisations, et vous le dites d'ailleurs dans la note, elles sont pas faites, enfin, les externalisations ne font pas faire des économies aux deniers publics, à court terme en tout cas, mais elles permettent à long terme de supprimer des effectifs dans les administrations et les services publics. C'est un peu l'intérêt qu'on ne dit pas des externalisations ou pas? Je ne sais pas qui est de la poule et de l'œuf de la suppression des effectifs. Et on a plus l'impression d'un cercle, d'une diminution des effectifs, donc une baisse de compétences, donc un appel au privé, et puis que ce soit graduel, parce que du fait, le privé acquiert des compétences que nous, on perd en interne. Sur l'autre question que vous posiez, la question du surcoût, il y a des choses intéressantes. Est-ce que ça coûte plus cher ou pas d'externaliser? En fait, ça dépend des cas, mais il y a deux cas de figure globalement. Il y a des cas où clairement ça coûte cher, et ça coûte beaucoup plus cher. Les fonctions numériques, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant. Un prestataire, ça coûte 1 500, 2 000 euros hors taxe la journée, sans difficulté, en sécurité informatique par exemple. Évidemment, un fonctionnaire, ça ne coûte pas tout ça. Ou un agent public, même très bien payé. Et puis, parfois, les économies sont là, sont au rendez-vous de l'externalisation. Je peux prendre un exemple assez flagrant, mais le secteur du nettoyage. Euh, Bien sûr, je pense, j'ai à peu près aucun doute sur le fait que ce soit moins cher d'externaliser une entreprise privée qui donne à ses employés des conditions de travail catastrophiques, des horaires intenables, des temps de trajet qui ne sont pas rémunérés, etc. Et ce qui pose une toute autre question. Peut-être ça coûte moins cher financièrement, mais on est la puissance publique. Et ce qu'il faudrait regarder, c'est les conséquences globales de cette action-là. Et créer ou soutenir cette mise en précarité, en l'occurrence des agents de nettoyage, quelles conséquences, qu'est-ce que ça dit de l'ambition, y compris sociale, de l'État? Au 19e siècle, on créait les retraites de la fonction publique un siècle avant la création de la sécurité sociale, en se disant notamment l'État va participer à élever par le haut, tirer par le haut les conditions de travail de l'ensemble de la société. Là, on a l'impression que l'État externalisateur ne se soucie absolument pas de ce qu'il crée auprès des agents qui ne sont même plus les siens d'ailleurs. J'ai une dernière question, Arnaud, qui rejoint un peu ma première question d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de hauts fonctionnaires aujourd'hui? Et est-ce que c'est une fausse bonne idée que de supprimer l'ENA? Je pense que c'est même pas une fausse bonne idée, c'est presque un faux débat. D'abord, on supprime pas l'ENA, on le sait, on va changer le nom, on va éventuellement faire un cursus commun avec d'autres formations. La question de la suppression, la question de l'ENA, c'est la question de ce qu'on veut apprendre, c'est du fond de la formation. Et moi, je la poserai à titre personnel de manière un peu différente, c'est comment est-ce qu'on casse tout cet élément de la formation des hauts fonctionnaires qui fait que c'en est un moule y compris très dans la manière de penser, la manière de se comporter et de reproduire l'existant par mimétisme, y compris des méthodes de gestion humaine, par exemple, qu'on hérite de modèles qui ont quelques décennies au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cadres dans les secteurs publics? Et je pense que c'est très important. C'est que je pense que ce n'est pas pareil de gérer une entreprise publique ou un secteur public, une administration, comme de gérer une entreprise privée. Une différence fondamentale, c'est qui décide. Dans le public, dans le privé, qui décide, in fine, c'est le patron, les actionnaires, c'est en haut de l'échelle. En théorie, dans les administrations, les commanditaires, c'est les citoyens.
Et en fait, de décider d'obéir à la hiérarchie ou de regarder l'intérêt général avant de décider, c'est un complet changement de philosophie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes, des fois, ou des réflexions à avoir communes. Je ne dis pas. En revanche, la finalité est si radicalement différente que ça change profondément les manières d'agir. Ça doit profondément influer sur la finalité de nos actions, bien sûr. Et pour tout ça, il y a une nécessité d'avoir une formation et une réflexion spécifique au service public sur la manière dont on veut décider collectivement de fonctionner. Merci beaucoup Arnaud. Prochaines études, vous allez publier d'autres rapports, d'autres notes vont venir? On a plusieurs projets en cours, oui, sur le secteur de la santé ou sur le devoir de réserve, qui est une question tout à fait d'actualité. Donc, on continuera avec le collectif. D'ailleurs, on appelle tous les agents des services publics qui ne se retrouvent pas dans les dysfonctionnements actuels à venir réfléchir avec nous, à porter leur propre sujet. On continuera bien sûr de vous en parler. Eh ben, on continuera de vous suivre nous aussi. Merci beaucoup Arnaud Bontemps. Merci à vous Pierre Jacquemin. Très bonne journée.